Pourquoi spécialement la Syrie? Qui est mieux que qui? Selon quels paramètres et pourquoi? La France, entité réputée pour pratiquer la catégorie j'accuse donc je me disculpe, est une entité très faussement démocratique. Très faussement démocratique. Participativiste et au sein de mes affaires, la plus dévastatrice des notions relatives de droit et de dignité humaine dans le monde. Faussement démocratique. Donc à haute teneur, complotogénique, complotogénisante, qui quête frénétiquement les occasions propices pour s'attaquer à d'autres moins démocratiques. Donc imprudent. Elle génère par là une batterie de stimuli chez les récepteurs massifs dont le cerveau traite l'information selon une dualité où l'instinct sauvegardiste et la prothèse manipulatoire, ressensitivante, exogène, se partagent le poste de responsabilité directive. Championne en fascisme participativiste, donc conspirationniste, comme mes horribles affaires le démontrent si amplement, cette France a su, en vertu d'un savoir-faire réputationnisant très onéreux, et grâce à une complicité notamment inter-occidentale, mais surtout TCiste, émanant de la fausse gauche, où s'illustrent les exploits redondants de l'ONU et ses organes. Elle a su obvier une incrimination réelle et déterminante. Ici comme ailleurs, la fausse opinion publique joue un rôle escamoteur de taille et la masse SBC, donc fasciste, co-constructiviste, s'apposte en armée civile irréductible du fascisme. Par suite, pourquoi ce qui est arrivé à la Syrie, d'ailleurs qualifiable de points interconflictualisants, suractivés, né entre autres du débordement exceptionnel du vide, universellement organisé et conjugué avec les intercessions prothétiques tierces. Pourquoi, malgré la nature imbuvable du sanguinaire régime syrien et de son opposition, ce qui est arrivé à la Syrie n'est pas arrivé au régime spadassin de la CIA de Tunisie, entité les plus immorales et criminelles, participativistes impunies, et dont l'impunité est universellement garantie du fait de leur prémunition systématique par l'Occident, France en pointe. Et ceci au gré du concours prosaïque du flic qui garantit l'impunité de son indique au détriment des lois ambiantes et fait de la sorte de ces lois des outils à substance convertible, donc auto-désubstantialisantes. À surligner que les vocations même subschématisantes de subschématisation d'une entité active remémorisent automatiquement et prioritairement ses propriétés menaçantes pour le cadre d'équilibre. Selon la règle de la prédominance des éléments les plus menaçants au sein de la conscience immédiate. D'où la conscience, comme avant tout tentative vaine mais obligatoire de conscience de la totalité, d'où la conscience s'oblige à serrer les techniques
de l'Occident comme entité ultra parallélisante qui utilise l'optimal immoral qu'elle dissimule derrière l'apparent moral optimal, aussi optimal, en rappelant que c'est cet Occident participativiste qui a, entre-temps, garanti l'impunité historique à la France, à la Tunisie et à leurs complices, et détermine l'étouffement et la continuation des crimes des forfaits commis contre ma personne. D'où l'on relève par ailleurs le phénomène itératif de transfert de ce contenu sensitif, contextuel ou durable, modifiable, propre à un tiers allié ou sympathisé, de son homogénéisation sans grande difficulté au sein du patrimoine sensitif initial. J'enregistre que dans le cas où il s'agit d'un contenu sensitif non sympathisé, donc antipathisé ou neutre, le cerveau l'intègre en tant que donne informative à traiter sous l'égide d'une batterie de sensations et d'émotionnisation, auto-émotionnisation différentes. L'auto-émotion est en réalité une émotion qui subit les contraintes. Qui subit les contraintes d'un phénomène forcé, voire choisi, sélectionné. Et ne pas choisir, c'est tout de même choisir, comme choisir, c'est aussi ne pas choisir. On est là dans une même dimension sémantique où l'intérieur s'avère un extérieur de l'intérieur et l'extérieur à l'intérieur de ce dernier. Sachant que tous les deux sont simultanément l'intérieur et l'extérieur d'eux-mêmes. Alors que cet univers global qui englobe tout est forcément l'intérieur de l'extérieur de quelque chose après avoir été son propre extérieur-intérieur. J'évoque quelque chose qui risque de ne pas être ni une chose, ni une anti-chose, ni les deux associés, mais l'impact sensitif d'une conclusion émotionnelle, donc un échec mathématique. Ce qui sous-tend que pour le cerveau, même rien possède un extérieur et un intérieur, et même un début et une fin. Donc une morphologie et même une stratégie à prendre en compte. Sachant que la morphologisation et l'émotionnisation de l'inexistant sont des actes spontanés que le cerveau ne peut éviter. Je rappelle que l'émotion est un concept non clairement défini par les écoles de psychologie. Charles Darwin la situe comme une faculté d'adaptation de l'espèce, de l'organisme, si vous voulez, vivant, afin d'assurer sa survie. Quant à William James, fondateur de la psychologie scientifique américaine, il stipule une différenciation des émotions en fonction des modifications corporelles. En soulignant la fatalité compétitivement surbestialisante de la structure SBC, productrice naturelle et essentielle du fascisme. Je signifie l'Occident comme
homme immoralisateur et bestialisant, fondamentalisant et restructurant, mais surtout comme gestionnaire principal de la tête de pyramide biomentale universelle. Avec ce que ce statut implique comme propriété, dont, entre autres, l'assumation mathématique du phénomène de la transaction unilatérale. À rappeler sans susciter nulle réprobation de la part de ceux qui le connaissent, selon une assimilation critique, même moyenne, du profil tiers, que l'Occident, malgré ses dispositions visant à fabriquer et à commercialiser des images de marque les plus compétitives, cet Occident est plus visé par la lutte antifasciste que ne le pensent ceux qui ont été trahis par ces propagandes aigrefines et ces batteries séno-discursives inépuisables. J'évoque ainsi un Occident ayant trahi ses engagements, déjà à travers un discours à la fois traître et trahi, traître en lui-même et trahi par lui-même, associé à un autre, trahi par lui-même, associé à un autre. Et qui s'habilite de ce fait, et en vertu de la loi de la prédominance énergético-technique qui a permis jusqu'alors à la matière de s'auto-inter-élaborer à destination des formes plus évoluées. J'évoque donc un Occident qui s'habilite à se poser comme déjà un ennemi acharné d'une nature qui nature, en se naturant, ensuite comme un fausseur des données de l'univérité au service de la création du cerveau machinique, considéré comme étant plus rentable et posant moins de conflits que celui SBC pur. À propos d'univérité, je note que toute multivérité est contre-vérité, en ce qu'elle enfreint à la loi fondamentale qui fonde la vérité et qui est l'unité. Quant à l'unité du non unifiable, elle reste perçue par le cerveau à travers un filtre métaphysique et peut même être perçue sans filtre sous l'effet de la terreur inspirée par le vidique actif, le vide actif. Tiens, pour Aristote, l'unité est indissociable de l'être. Quant à Descartes, il considère l'unité comme une forme commune de la pensée et de l'être. À rappeler entre-temps que le rêve de la surmachinisation de l'organisme, dit humain, n'est pas imputable au seul souci d'optimisation du rendement général, mais en tout premier abord à la lutte effrénée contre les retombes dévastatrices du temps. Le temps. Le temps comme agent puissant et direct des deux formes de vide associées. Il y a deux vides. Disons que si le temps était en lui-même, par lui-même, et non à travers les éléments qui le vivent en tant que temps, en croyant qu'il ne les vit pas en tant qu'élément hyper corrupteur, ce temps n'aurait pas été essentiellement un anti-temps. Mais un temps qui continue à faire la temporalité selon un parcours de temps simple qu'on ne peut détemporaliser, même pas en faisant appel à l'appareil sensitif. À propos du trafic de l'essence,
domaine dans lequel la France excelle comme à travers mes affaires. Il se pose ainsi comme un refaçonnement artificiel, le trafic, un refaçonnage artificiel du fond, alors que le duo essensification des essensifications originelles est le fait du processus évolutionnaire non trafiqué. Donc le fait de la sélectionnisation, auto-sélectionnisation régie par les retombes tractrices du vide mixte, auquel on peut attribuer plus de valeur motrice qu'à l'organisme vivant lui-même, cet organisme qui se retrouve dès lors plus tracté, extra-exprimé, qu'auto-tracté, intra-exprimé. Certes, au sein de la nature, le trafic de l'essence n'existe pas du fait que les lois naturelles, en tant que lois auto-créées, auto-régulatrices, et même créatrices, et surtout régulatrices, ces lois sont obligées de se baser sur des données irréfutables de par une irréfutabilité censée fonder toute vérité qui tire sa véridité de l'irréfutabilité. L'irréfutabilité étant ce par quoi le réfutable change de statut. Par contre, il est question de modification de cette essence selon les processus réadaptabilisants. La réadaptabilisation étant une réexistenciation destinée à faire durer la vie de l'organisme. Et elle investit dans l'abolition des contradictions majeures, à même de saboter le cadre d'équilibre naturel. Toutefois, il existe deux formes de cadre d'équilibre, celui naturel, disposé par le hasard, mais auquel le vivant doit adapter ses stratégies de vivant, redoutant la mort comme fin de la vie, et la vie comme mort provisoirement vivante, au risque de disparaître. Quant au cadre artificiel, il vient s'encastrer dans le premier pour exploiter ses points agrippatifs, stabilisants si vous voulez, ces points stabilisateurs. Ainsi, les conflits générés par les incompatibilités entre les deux cadres en posture osmotisante sont à l'origine de grands problèmes à retombées retentissantes sur les vivants comme sur l'environnement. Un cadre décadralisé est dès lors un cadre qui est peut-être un cadreur, oui, qui est peut-être un cadreur hyper compétitif pour l'antithèse du projet recherché. Dès lors, un cadre qui décadre le cadrage initial est fait pour le cadrage de l'inverse par contribution technique incidentielle. Enfin, le trafic du sens, quant à lui, se pratique déjà par le cerveau lui-même, par le truchement de l'appareil sauvegardiste en posture de préservation de la sensibilité par l'escamotage du réel. Donc, cacher la vérité comme facteur agissant contre le confort des sens. Et ensuite, par la culture ambiante, dont un moindre cogito exprime ce qui suit. Je dénature, donc je me renature, donc je dure, même si je ne serais... Donc je dure, même si je ne serais point logiquement
à l'aise durant ce temps de vie trafiquée, truquée. Disons que tout phénomène et toute entité, les plus absurdes soient-ils, sont forcément porteurs de sens. De telle façon qu'on peut affirmer que le port de sens n'est que le port d'une vérité en soi, même si cette vérité n'est en rien logique ni vérifiable. Toutefois, l'antisens a beau se poser comme détracteur d'ailleurs symbolique du sens, il ne fait pas seulement que porter un sens éclatant, mais renforce plus le statut de ce sens, plus que lui-même. D'où être par l'antisens encadre le sens devenant de tout sens, et vice-versa. Et égard à la loi de l'intermotivation non consubstantielle. Disons que l'absurde est l'état le plus doté des vertus de vertus désabsurdisantes, en vertu de cette scène où en face de lui, le non-absurde œuvre pour triompher selon l'aphorisme « moi ou lui », mais bien entendu sans jamais monopoliser l'existence conceptuelle. Dès lors, le cerveau raisonne comme suit. Je sensifie, donc je délègue au sens, confiant ses pouvoirs, et le somme de conserver indéfiniment sa substance maîtresse. Sa substance maîtresse et continuer sur son itinéraire linéaire, mais surtout de rester plein de lui-même. Donc plein de sens, qui, sans jamais réussir l'autonomie finale, il continue tout de même à lutter pour. Je sensifie, même en tentant de forcer, même en tentant de forcer le sens contre lui-même. Donc je fonde ma logicité, ou ma logique interne, et mes rapports logiques au monde et à moi-même, comme sens supporteur premier des sens. Ce sont les supporteurs premiers des sens. Sachant que nul sens n'est par lui-même, puisque avant d'être son propre sens, tout sens est le sens de quelque chose d'autre. C'est seulement plus tard qu'il devient son propre sens. Mais à travers un statut subalterne. Et voici une loi à même d'invalider l'existence de Dieu, par exemple. Dieu ne peut avoir d'autre sens que celui que lui accorde une quête effrénée d'une idée fixe, forcée et pathogène. Dès lors, ce sens, terrorisé et irrationnel, Dieu ne peut prétendre à nul sens. Sans ce sens terrorisé et irrationnel, Dieu ne peut prétendre à nul sens. Enfin, à propos des 10 sens supportés, j'évoque des sens qui jamais n'embarrasseront le sens final, qui par ailleurs ne peut avoir lieu, du fait déjà de la non-finitude, de l'absoluité et de la non-absoluité du vivant, comme finissable prédéfini, donc à peu près autofinisseur. Mais qui, au moins, me pourvoiront en certitude quant à la fin des choses. Fin qui semble parfois inspirer plus d'aise que la non-fin. Et ceci du fait de ces termes plus rassurants que ceux de l'infinitude, face à la perspective du déroulement abrutissant de laquelle l'organisme se sent sans moyens. L'organisme se sent sans moyens concluants.
de la sorte, et en investissant dans l'exploitation du sens comme refondateur, mais surtout comme régulateur, j'ai plus de chances de survivre au ravage opéré sempiternellement par le vide en actionnant la compétitivité de la conscience, machine la plus organisatrice de sens, alors que la nature et l'histoire en sont, les fabricants indéfectibles et intarissables. En rappelant que toute intarissabilité est l'intarissabilité de quelque chose, une situation traumatisable par l'intarissabilité et qui, sur le plan de l'avoir assouvissant, ambiancisant, représente pour le cerveau un élément de valeur baignant dans l'absoluité. Toujours fantasmatique. En définitive, en posant cette question à propos de la Syrie, on en fait une catégorie dévéridisante, donc rethéorisante. Donc forcément refondatrice d'un sens évincé par les techniques stratégistes de l'imposture, qui s'avère être une parade de l'appareil sauvegardiste destiné à fructifier les apports de l'éternelle embuscade parallèle, d'ailleurs typique de la politique essentielle et continue de la SBC. Certes, la lutte historique et biomentale contre le vrai et le faux, comme déjà une mesure relativisante, a plus servi le vrai, malgré l'acharnement de la spécialité contre toute forme de véridisation et de normes qui s'inscrivent logiquement contre le bénéfice et les stratégies de la SBC comme tueuses en série de l'essence positive, comme essence avant le rêvé et non finalisable à l'échelle globale et programmatique. Mais qui tient en vie, conceptuelle, hein, elle tient en vie. Non grâce à la validité de sa substance, mais grâce à la longévité que lui accorde le leurre sauvegardiste, la tricherie, entre autres. Disons que la sauvegarde quelque chose de sauvegardable contre les dispositifs de l'anti-sauvegarde qui n'a de leitmotiv que de désauvegarder. En effet, cette fatalisation de la victoire du vrai reste imputable essentiellement à la prédominance génétique du vrai en tant que s'affirmant par une forme et un contenu incontestable et servant grandement même les projets de la continuité et de la SBC elle-même. A noter que l'Occident, France en tête, tel qu'elle m'a historiquement, tel qu'il m'a historiquement et barbarément confronté, à l'instar de toutes les forces têtes pyramidales, comme le certifient mes affaires, et eu égard ces stratégies ambientio assouvistes très élargies, cet Occident n'investit dans le fait apporté lucrativiste que dans cette catégorie assassine de la positivité, du fait de ses apports substantiels et déterminants en optimisation de l'immoralité et de l'agressivité. Éléments fondamentaux et vitaux pour la finalisation des acquis ambientiaux assouvistes.
donc le pourvoi en éléments à même de sustenter l'organisme en nutriments, et le cadre d'équilibre en donne stabilisatrice et promotrice. À rappeler que toute histoire est trinitaire. Donc, histoire de l'objet, forme et substance incluses, histoire de l'idée, témoin du vécu, et ce qu'il observe et vit, et enfin, histoire de l'histoire comme histoire d'une trame dynamique, opérant au sein d'une totalité qui se veut transcendantale, et il le fait savoir, à chaque nanoseconde, même par voie immanente, et ceci du fait de l'inscription génétique, du fait temporel au sein de l'organisme. En fonction de lecture indispensable à l'auto-lecture, l'histoire s'historie. Dès lors, comme le tiers historie le tiers et tente d'en subsumer les valeurs énergético-techniques, les valeurs énergético-techniques transférables. Cependant, l'histoire de la SBCité demeure l'histoire de la SBC et d'une pathologie de taille qui asservit sa propre dynamique à s'approprier l'histoire globale, celle de l'essentialisation de l'essentiel et de son antithèse en tête. Donc s'approprier l'histoire globale a l'effet d'en faire une prothèse générale. Disons que la nature elle-même est conçue, autoconçue, pour instrumenter la totalité du tout et celle du rien, ainsi que la rienneté de la totalité pour continuer à s'auto-naturer et naturer. À s'auto-naturer, naturer. Pour dire que le monde campe sur un fond pathogène qu'il sait radicalement non traitable, non moralisable et non respirable. Et bien sûr non positivable, puisqu'il dépend de ce legs, il dépend de ce legs animal si magistral, ici inné, radicable. Toutefois, la loi de la survie à tout prix, au milieu vidique, au milieu de vide, implique l'utilisation de la totalité des données, même celles contradictoires et celles purement fictives, pour s'en sortir. Édifier la disparition par subsomption bividique, deux fois vide, deux fois relatif au vide. Enfin, une question est ce qui suscitera forcément à en poser à l'infini, puisque nous avons affaire à une prothèse auto-démultipliable en somme. En général, le cerveau commence par adresser toute question à lui-même, en se persuadant qu'il en possède la réponse a priori. Qu'il en possède a priori la réponse. Même quand il ne la possédera jamais, du fait de facteurs à l'instar des limites technico-énergétiques du sujet, l'invincibilité des vides auxquels le temps et l'espace leur servent de vecteurs, etc. Il faut donc imputer cette certitude trafiquée à la terreur qu'inspire la non-solution et le vide majoritaire au cerveau, qui réagit dès lors non seulement par des tentatives effrénées de remplissage et de création de prises tous azimuts, mais aussi par des tentatives d'auto-reformation à but adaptabilisant. À but adaptabilisant. Pluriel, au pluriel. Les buts sont au pluriel. À préciser que toute tentative d'auto-reformation est une tentative
absolutisation mise en abîme d'une tentative de survie. Et survivre n'est pas enfourcher la vie pour continuer à vivre, mais s'enfourcher soi-même. En tout cas, par l'interrogation, on exorcise partiellement la terreur de ne pas obtenir une réponse qu'on veut toujours absolue en elle-même. Qu'on veut toujours absolue en elle-même, surtout quand on sait que jamais on ne l'obtiendra. Disons qu'interroger, c'est s'interroger, avant d'interroger le relatif puis l'absolu, qui forcément répondront chacun selon un style différent, mais resteront unanimes quant à la génération de stimuli indispensables à la continuation de l'être en attente de réponse absolue. Ensemble, le relatif n'est que son propre relatif, presque absolu. Et son propre absolu, toujours relatif. Alors que l'absolu est l'absolu de tout, en tout et même hors de tout, donc hors de lui-même. Et l'on n'est jamais par le présent direct, avant d'être par l'absent, qu'on veut toujours présent, complet et plus direct. Présent, qu'on veut toujours complet et plus direct que le direct lui-même, dans le but d'en exorciser les aspects traumatisants. Car être ici n'a de sens sensitif que par l'être ailleurs, pour toujours, comme si on était ici à jamais. Comme si on était ici selon des échelles graduelles dont la moindre est fixe et palpable, et l'autre, étendue et imprécise, mais existante, de cette existence qui se vérifie par la pression et la génération continue par la pression et la génération continue de stimuli négatifs, mais en revanche suscitateur d'action, créateur, action c'est vrai. Disons que l'action qui caractérise l'être au dynamisme du mouvement n'a de sens que par l'inertie, qui en étant faite comme inertie, elle fait le dynamisme, à la fois à l'échelle comparative et celle suscitative. Disons entre parenthèses que la démarche SBC, dévoreuse, insatiable d'altérité positive, consiste à se projeter déjà à l'échelle expérimentale dans le modèle optimal suranimal par régression par rapport à ce qui lui est imposé comme morale standard. Dès lors, affirmer être hors non-être, c'est déjà réfuter l'être en soi, qui n'a de sens fixatif que par cette extériorisation interconnectée où les sens, même théoriques, quêtent une essentialité, même théorique, dans une espèce d'extension, majoritairement fantasmatique. Une extension majoritairement fantasmatique. Le fantasme est en effet la matrice effective de toute réalisabilité. Le schéma et le pré-schéma, il peut aller jusqu'à refaire le monde en tant que refantasme. Hein, c'est vrai que la religion, l'idéologie, à l'instar de toute idée fausse, sont des fantasmes non aboutis et non aboutissables, à l'instar de tout fantasme. Mais il s'agit aussi de béquilles improvisées pour lutter contre le constat de forclusion catastrophique du modèle
modèle final. Et c'est d'ailleurs ce caractère d'inaboutissabilité qui en fait des éléments masticables, durables, pour l'esprit fantasmisant, donc en posture de fantasme continu. Sachant que l'organisme est acculé à traiter avec ce qui lui résiste, même relativement, dans un but d'autoformation fatale. Je suis ici, donc je suis dans le total ailleurs. Sinon, je ne pourrais être ni ici ni ailleurs, et même pas dans le partiel. En rappelant qu'être dans le partiel, c'est seulement rêver d'être, même si on est persuadé qu'être dans le tout, selon une cohésion, une absorption sensitive, c'est être de l'étriété du tout lui-même. Sachant que le cerveau a à la fois horreur d'être tout et le désir ardemment. Il a horreur d'être tout, il désire cet état ardemment. En définitive, s'impose un cogito scientifique. Je suis, donc je ne suis pas. Ce je ne suis pas est donc à valider par la zone extensive forcément mixte. Car situé à la fois dans le passé et dans le devenir, et qui revendique à travers cette expression une totalisation à l'instar de la totalité elle-même. À noter que mon rapport à la totalité ne s'apparente point à l'infini, tel que le soutient Lévinas, ni à la totalité fermée perçue par la vision antique, ni à cette dialectique telle que défendue par Hegel et l'idéalisme allemand. Certes, l'ailleurs rêvé est toujours confronté à l'être fait plus ou moins pour l'ici relatif. Sachant qu'on rêve le rêve plus qu'on rêve la réalité, en raison de l'impression de jouir de la pleine richesse du rêvé, en étant plus dans le rêve, même quand on est dans le rêve. Raison pour laquelle le cerveau a tendance à modifier ou à prolonger les péripéties du rêve en plein rêve. Rêver le rêve, c'est donc rêver plus dans l'espoir de ne pas arrêter de rêver dans le sens du rêve absolument positif. J'insère que ma théorie du rêve ne tient ni de celle de Démocrite, ni de Platon, ni de Socrate, ni d'Aristote, ni d'Hippocrate, ni de Freud. Enfin, le sujet SBC est surbestialisant, donc il est lui-même par structure. Il est lui-même par structure. Donc il est lui, en lui, il part lui-même contre toute altérisation positive. Donc contre toute plongée positive dans l'autre. Donc il est tueur non seulement de relationnalité ou de relations positives, mais de tout programme menant à l'émancipation étriétique, ontologique. L'émancipation par l'être parfait, purifié, qui ne peut d'ailleurs se cristalliser que par la victoire écrasante contre toute forme d'animalité décideuse. Dès lors, il réalise plus de scores dévastateurs. Il est donc sûr du devenir de son être au monde comme dimension où le temps et l'espace lui confèrent un aspect d'extensibilité synonyme de déploiement ascensionnel.
Et quand il tente d'être un nom lui-même et marque une certaine insistance pour être ce que nul ne peut être, il se fait sanctifier par l'Église, par exemple. Et être sanctifié par la non-sanctification, c'est se faire davantage sataniser. À noter que sur l'itinéraire pénible des tentatives d'être à l'essence idéale, essentiellement marqué par le succès éclatant de la santé mentale et là des animalités, sur cet itinéraire, le plus éprouvant reste l'effort d'être à soi comme un soi, non-soi exemplaire et rêvé. Comme un soi, un non-soi exemplaire et rêvé à travers ces tentatives continues de soisisation, sur-soisisation, toujours futile. Toujours futile, puisque leur finalité de fond, qui est l'éternisation, reste non atteignable, non atteignable. Ainsi, éterniser sans éterniser est ce que finalise le sujet le plus performant. Éterniser reste, dès lors, ne pas et ne jamais éterniser, puisque le sujet continue à tenter d'éterniser sans jamais y parvenir, mais en revanche sans jamais arrêter de le faire. En tout cas, les tentatives d'être un soi pur, non naturel, que le sujet veut attribuer à une origine métaphysique, où ce soi aurait subi la prédéfinition et la préformation, le sujet aurait subi donc et les tentatives d'être au monde s'amalgament. S'amalgament sur un schéma qui répond à cette règle qui fait que l'interférence des traits caractéristiques génère un modèle marqué par un alliage sécurisant où la chair se trouve plus profondément immunisée par la présence de matériaux hétérogènes homogénéisés. Du coup, une réponse n'est pas forcément une réponse, mais une question quasi inversée du fait que toute réponse à l'instar de tout mouvement et toute sensitivation est génératrice de questions et d'actions eu égard aux facteurs d'enchaînement sensitif continu typique de la non-absoluité de l'organisme soumis à l'évolutionnisation en milieu de vide, en milieu vidique. Ainsi, la réponse de la réponse est la réponse finale. Qu'attend un cerveau insistant? Car répondre, c'est en fait continuer à questionner les questions et les réponses. Quant au vide, il ne peut qu'être plein de lui-même, sinon il serait plein d'autres choses. Donc vide de lui-même, donc vide. En revanche, à l'échelle du plaisir appliqué, la réponse intégrale et finale est évitée du fait de la menace qu'elle fait peser sur la pérennité du plaisir par l'auto-renouvellement. Certes, ni le régime héréditaire de Bachar, ni celui du putschiste son père, ni celui iranien, la soi-disant République islamique, ni le socle esthético-présuppositionnel qu'il avance ne sont défendables, ni même sympathisables à un niveau primaire, pulsionnel non élaboré, ni à l'échelle du sens direct, forcément instinctif, mobilisant l'expérience latente et l'intercession pulsionnelle non élaborée.
ni à l'échelle identificationniste pure. Et celle mixte, où coalise la démarche instinctiviste pure et celle semi-raisonnée, ni finalement à l'échelle de la morale stratégiste, celle née de l'expérience régentée par l'appareil sauvegardiste, où prévaut forcément la valeur égoïstique majoritaire. Finalement, ce qui révolte ce sens arbitrant le processus trinitaire, sensation, élaborée, décision, action, et qui a toujours présidé à la notion à soi et au monde, elle a présidé à la notion à soi et au monde par l'action, c'est l'instrumentalisation de la France, du comportement d'ailleurs très violent, donc des profils suranimalisants en posture pré- et impacticienne d'un régime totalitaire, archi-corrompu, mais pas plus totalitaire, ni moins corrompu que celui des régimes alliés de la France. Je signifie une instrumentalisation savante pour contribuer à la destruction quasi totale de la Syrie. Le pays aussi vit ce régime qui n'a d'ailleurs jamais été auparavant stigmatisé, ni même évité par la fausse capitale des droits de l'homme, réputée pour traiter en catimini avec les profils les plus compétitivement violents, donc faisant fi des protocoles apparentialisants, intimés par l'appareil sauvegardiste. J'évoque une pseudo-capitale des droits de l'homme que je poursuis pour la pire criminalité de l'histoire, que je poursuis pour la pire criminalité de l'histoire, survenue chez elle sur des décennies. D'où l'on relève cette règle baptisable, l'irréductibilité SBCiste, qui certifie que la notion de moralité, comme invention de deux facteurs contradictoires, coalisant, la prudentialité stratégisée et l'identificationnisme modulaire. Donc ce truc n'est pas non seulement non intégrable aux structures mentales, sinon la notion d'agressivité propulseuse aurait disparu. Mais que de surcroît, elle est une pure, elle n'est pas seulement, elle est une pure invention du stratégisme SBC et n'a par conséquent nulle prise sur son mental amélioré, ni sur nul mental standard, du fait que le profil idéaliste, fruit de la littérature hollywoodienne, ce profil, dépeignant des fresques vivantes où prévaut la victoire fatale du bien, ce profil n'a de raison d'être dans le réel à vivre comme promesse continue. Le réel à vivre comme promesse continue d'une réalisation optimale, d'une réalisation. C'est un néologisme, réalisation. Et que le profil réel de la SBC ne lui permet nullement de faire exception à la règle animalisante, suranimalisante, que quand la stratégie l'exige, la stratégie, au service même de la pérennité du facteur animalisant, suranimalisant. D'où l'on souligne le rôle de la diplomatie dans la sauvegarde du profil surbestialisant SBC, extrême soit-il. Il en reconnaît là l'utilité de l'appareil sauvegardiste pour la sauvegarde générale. Certes, en vertu du principe de l'engagement par absoluté sensitive,
le fait de s'opposer au négatif présuppose qu'on lutte contre le négatif au service d'une positivation comportementale sans être psychologiquement acquise. Au service donc d'une positivation plus ou moins intégrale, hein, donc forcément absolutisante, tendant vers l'absoluté, vers l'absolutisation si vous voulez. Si l'on part par exemple du raisonnement selon lequel toute démarche et contre-démarches sont forcément absolutisantes de par même leur structure développementale et même instinctive. J'évoque ensemble une positivation à laquelle on adhère à deux niveaux, celui convictionnel et celui pratique, où le convictionnel passe à l'action modulaire, mais toujours hypocrite. Comme au sein de ces mécanismes où la conscience stratégiste contrôle les projets de la décision. Ensemble, lutter contre le négatif n'implique pas forcément un désaveu réel de ce négatif. En général, les SBC, même en prétendant l'inverse, est incapable de se situer à l'antipode du négatif, par exemple. Or, cette thèse qui stipule la possibilité positivante au sein de la structure SBC est loin d'être fondée chez la France, entité chez laquelle on est percuté par le négatif qui affecte de lutter contre le négatif. On est choqué, carrément choqué. Au sein d'un contexte à tous les coups stratégisé qui se trouve soumis dans le monde animal à un mode opératoire différent dont les phases sont très limitées et réparties sur deux moments. Celui stratégisé passif et celui hyperactif dicté par la nécessité du niveau impacticiel d'un pacte perforateur. Choc. Disons que l'engagement spatio-temporel ne demande pas de l'homme ces justificatifs où il serait forcé d'être catalogué selon un modèle typologique intégralement positif. Bien au contraire. Alors qu'au sein de la nature pure, il est exigé de l'animal une optimalisation technico-comportementale constamment mise à jour, même si le moment stratégique est requis, au sein de tous les processus. Sachant que chez l'animal, vainqueur exclusif du monde d'antan, ce profil prudentialisant, moralisant, n'aurait pu exister sans la certitude sauvegardiste. En tout cas, la démagogie moderne implique non seulement une infraction globale à la morale, mais surtout une dualisation comportementale aiguë et cristallisable par les protocoles parallèles, apparents, qui ont permis à la SBC de perdurer et qui sont partiellement copiés sur le principe d'embuscade parallèle chez l'animal. En effet, il arrive à la France, aux États-Unis, à l'Occident en général, de lutter contre des situations négatives. Si, ça arrive ça. Mais surtout pas chez leurs alliés prothétiques. D'ailleurs, loin d'être leurs alliés dans ce sens où la notion d'alliance implique deux formes de communauté, celle biologique et celle d'intérêt fondamental.
quoique même au sein d'une même communauté et d'une même famille, les règles régissant la communauté biologique et celles d'intérêt peuvent faire défaut. Disons que ces trucs sont plutôt des prothèses essentiellement démentalisées. J'évoque là à titre d'exemple le régime participativiste de Tunisie, bande organisée, la moins notée en matière de moralité, et classifiable comme parmi les plus malfaisants et les plus corrompus qui aient sévi. Ah oui, les plus malfaisantes si on parle de bande, hein. D'où évoquer une sélectivité fondée sur leurs intérêts exploitables pour optimiser le cadre d'équilibre et non sur l'objectivité moralisante, comme d'ailleurs notion foreclose au sein du psychisme SBC, à moins qu'une pathologie n'y vienne déstabiliser le fonctionnement de fond et provoquer une brèche au sein de cette aérotectonique égoïstique. Dès lors, la totalisation de l'idée et son homogénéisation dans un rapport serré du sensitif à la pratique relève de paramètres que stipule la norme. Et nous savons qu'il existe diverses formes de normes. Finalement, la France n'entretient rien de commun avec ce qu'elle prétend comme donne positive et super moralisante. Pire, du fait de sa longue et complète expérience en terrain contradictoire, elle a refondé l'école à partir des apports fructueux de l'animalité en terrain risqué, donc en terrain découvert et forcément exposé à la critique, à la remontrance. Ensemble, j'ai vécu la France en tant que phénomène qui m'a servi durant des décennies une monstruosité pratique sans émule ni retenue. Sur son territoire, au gré d'une entente générale, donc d'un participativisme hermétique, donc au gré d'une entente générale validée par la catégorie universelle du lien biomental. Certes, je n'ai pas analysé cet état de manière distante à partir de théories diverses et même vérifiables en usant d'une méthodologie traditionnelle et sujette à caution, mais je l'ai fait seconde par seconde à partir de mon expérience pratique. Et mes affaires sont là pour attester du degré hallucinant de la malfaisance mise en œuvre pour me démantibuler. À propos de ces organismes, à souligner des entités qui ont réussi à se façonner un débit réputationnel historique selon la tactique du forçage réputationnalisant. Et ces entités sont parvenues à travestir leur profil réel en équilibrant savamment entre le parallèle et l'apparentiel. Et allant jusqu'à surclasser en monstruosité les pires barbares, homologués au gré de profil, donc les pires barbares qu'ils font semblant de critiquer, donc de reléguer dans la taxinomie négative, éliminatoire, comme au sein de mes affaires. À conclure finalement que sans l'interférence savante et commandée du parallèle et de l'apparent au service d'un être dynamique et fructueux au monde,
où le lien biomental, la transaction unilatérale de l'ASBC, etc., orchestre tout. Sans ça, la cristallisation de l'immoralité compétitive et compétitiviste ne pourrait prétendre à une rentabilité réelle, ni en définitive à la durabilité logique. À la fin, mon œuvre autobiographique intitulée Mémoire d'un philosophe en France aux réfugiés en enfer, Mémoire d'un philosophe en France aux réfugiés en enfer, est là pour éclairer la portée de trois faits incriminateurs majeurs: l'illimitativité monstrueuse pratique, la stratégie réputationnelle multicouche et multiclan, et l'arnaque incommensurable de la promesse juridico-morale que patronne en haut lieu l'ONU.